Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Au sommaire du 18h de Public Sénat, la reprise d'une idée du sénateur Marini qui ne fait pas polémique. Le gouvernement engage une réforme pour encadrer le crédit à la consommation. Des garde-fous devront empêcher les abus et les excès des taux pratiqués le plus souvent au détriment de ménages modestes. Ouverture du dernier Conseil européen de la présidence française il y a quelques instants à Bruxelles. La négociation s'annonce particulièrement difficile sur le plan climat, mais on parlera également des plans de relance en Europe. Le Parti communiste français, affaibli par ces derniers résultats électoraux, ouvre ses travaux sur fond de forte division. Marie-Georges Buffet affirme que tout le monde a sa place dans la direction, mais elle ne reconnaît pas les tendances. Sonia, nous recevrons l'ancien numéro 1 du Parti communiste français qui entre en dissidence. Oui, et il s'agit de Robert Hue. Il estime que le Parti communiste français n'est pas réformable et lance le nouvel espace progressiste. Nous en reparlerons avec lui tout à l'heure. D'autres sujets aussi avec nos invités ce soir. 2009, année de révision des lois bioéthiques avec Claude Durier, président de l'Institut Curie, qui était aujourd'hui au Sénat pour les 20 ans de la toute première loi. Et puis bien sûr, notre rubrique quotidienne sur la crise avec le bio, justement, qui ne connaît pas la crise. La crise, il en est question pendant 2 jours à Bruxelles avec le Conseil européen qui a donc ouvert tout à l'heure. Il va s'agir également de trouver un accord sur le plan climat. Oui, et ça se passe à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement européens sont réunis jusqu'à demain pour mettre la dernière main à un plan de relance coordonné face à la récession. C'est un exercice difficile puisque les principaux pays divergent sur les efforts à fournir avec des tensions notamment entre l'Allemagne d'une part, la France et le Royaume-Uni d'autre part. Camille Jean Marchal. 200 milliards d'euros, c'est la réponse de l'Europe à la crise. Ce plan de relance, qui harmonise les différents plans nationaux existants, repose sur un effort commun des États membres, porté à 1,5% du produit intérieur brut, la participation au budget européen. Dans le détail, chaque État financera à hauteur de 1,2% de son PIB le plan de relance, tandis que le 0,3 point restant correspond à une augmentation des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement. Un effort commun? Pas tout à fait. Il ne faut pas prendre ce plan pour ce qu'il n'est pas. C'est pas un plan européen parce que l'Europe n'a pas les moyens juridiques, les compétences de décider à la place des États. C'est une coordination de mesures prises au niveau national. Il faut dire qu'il existe de sérieux désaccords entre les pays membres de l'Union européenne, chacun ayant son idée de la réponse à donner à la crise. La Grande-Bretagne a ainsi diminué sa TVA pour renforcer le pouvoir d'achat, suivi récemment sur ce point par l'Italie. La France insiste sur l'aide aux entreprises et sur l'investissement pour relancer la croissance. L'Allemagne, enfin, traditionnellement plus vertueuse, a plus de marge de manœuvre pour décider d'une relance budgétaire. Et Angela Merkel n'est d'ailleurs pas très favorable à ce plan européen. Les torts sont partagés. On peut estimer que du côté allemand, Mme Merkel fait preuve d'une certaine réticence à agir, mais il faut aussi que les Français réalisent que leur absence de respect de la discipline budgétaire, le fait qu'ils n'ont pas fait ces dernières années toutes les réformes que les Allemands attendaient d'eux, a contribué en Allemagne à décrédibiliser notre pays. Tous semblent néanmoins d'accord sur un point, le soutien à l'industrie automobile. Alors que les États-Unis annoncent une aide au secteur de 15 milliards de dollars, l'Union européenne va soutenir son industrie par une série de mesures fiscales, vraisemblablement en faveur des moteurs plus écologiques et plus économiques. Et le ministre chargé du plan de relance, Patrick Devedjian, a été interrogé aujourd'hui. C'était sa première séance aux questions d'actualité au Sénat. Oui, c'était sa première séance en tant que ministre de la Relance. Patrick Devedjian qui veut aller vite pour appliquer le plan de relance de l'économie. On l'écoute, c'était tout à l'heure au micro d'Emmanuel Kessler. Aujourd'hui, il n'y a pas à réfléchir. Je veux dire, nous sommes dans une situation de crise. Et donc, le chômage se développe, la situation sociale se dégrade. Et donc, il faut impérativement investir, dépenser de l'argent pour que l'économie reparte. En ce moment, elle est dans une phase de dépression. Et donc, la France, mais pas seulement la France, tous les pays européens mettent en place des plans de relance économique, c'est-à-dire d'investissement. C'est une technique économique bien connue et qui est celle qui est destinée à faire face aux crises quand elles sont graves. Voilà, Patrick Devedjian qui était en direct sur notre antenne donc cet après-midi. Le débat sur l'audiovisuel. Gérard Larcher défend les prérogatives du Sénat. Oui, c'était aujourd'hui lors d'une rencontre avec la presse parlementaire. Bien, le président du Sénat, Gérard Larcher, a souhaité que l'éventuel décret sur la suppression de la publicité sur les chaînes publiques ne soit qu'une solution temporaire. En attendant bien sûr le vote au Parlement, selon lui, cela peut être une décision de Patrick de Carolis, le président de France Télévisions. On écoute.
Je ne suis pas certain pour ça qu'il faille un décret. Ça peut être une décision, monsieur de Carolis. Je suis en train de faire expertiser cette affaire parce qu'elle est quand même nouvelle. Laissez-moi le temps de demander ici, simplement. Moi j'ai une exigence, c'est qu'on respecte le débat au Parlement et qu'il ne soit pas bouclé à l'avance. D'autant plus que je le dis, s'il était bouclé, il serait extrêmement difficile, me semble-t-il, d'avoir un débat constructif. Voilà, avec donc toujours cette forte probabilité que le gouvernement décide par décret la suppression de la publicité sur les chaînes publiques à compter du 5 janvier et après 20h. Les ministres vont donc être autorisés à retrouver leur siège parlementaire en quittant le gouvernement. Oui, c'est le projet de loi défendu par le secrétaire d'État aux collectivités territoriales Alain Marleix devant les sénateurs aujourd'hui. Un texte qui pourra donc profiter aux membres du gouvernement Fillon à l'heure où les rumeurs de remaniement se font persistantes. Alors, est-ce que c'est un projet semble-t-il, qui tombe bien, Emmanuel Kessler? Oui, c'est un projet qui tombe bien. En fait, vous savez, sur ce qui est discuté en ce moment même au Sénat, on pourrait mettre l'étiquette politiquement sensible, parce qu'il y a deux aspects, deux textes. Le premier, il concerne la carte électorale, la carte pour les législatives. Là aussi, c'est Alain Marleix, secrétaire d'État à l'Intérieur, qui le défend. En gros, la France compte 10 millions d'habitants de plus qu'en 1986. Or, notre redécoupage électoral, le dernier, il remonte à 86. Alors, le gouvernement dit, il faut suivre ce qu'a dit l'INSEE et puis réadapter le découpage des circonscriptions électorales. Mais la gauche est très inquiète et elle l'a dit cet après-midi dans l'hémicycle parce qu'elle craint bien sûr le tripatouillage. Alain Marleix répond qu'il y aura une commission indépendante qui va décider de ce redécoupage, que le gouvernement suivra son avis. Mais tout à l'heure, Bernard Frimal, vice-président socialiste du Sénat, nous disait mais dans cette commission indépendante, il y a une voix prépondérante pour l'un des membres qui sera désigné par le président de la République. Donc nous n'y croyons pas. Et alors Emmanuel, justement sur ce deuxième texte qui devrait autoriser les ministres à retrouver leur siège parlementaire. Alors là, justement, c'est l'autre point très sensible des débats d'aujourd'hui, parce que c'est une application d'une disposition qui a été votée dans la réforme constitutionnelle. Jusqu'à présent, quand un député ou un sénateur entrait au gouvernement, il quittait son siège, et lorsqu'il était débarqué ou lorsqu'il quittait le gouvernement, il devait provoquer une élection partielle pour continuer à siéger au Parlement. C'est fini. Désormais, il pourra revenir directement au Parlement, ce qui fait dire, là encore, à l'opposition, qu'on a une sorte de parachute parlementaire doré qui se met en place. Tout à l'heure, sur notre antenne, en tout cas, c'est vrai, Alain Marleix nous disait que c'était une disposition normale, que ça allait assouplir la vie politique, ça évitait des partiels dans lesquels très peu de gens venaient voter. Mais c'est vrai que si on regarde le calendrier, la loi va être votée aujourd'hui, elle doit passer au Conseil constitutionnel, parce que c'est une loi organique, c'est un type de loi particulier. Ça veut dire décision dans un mois, aux alentours du 10-11 janvier, promulgation dans la foulée, et ça nous donne en creux la date d'un remaniement ministériel aux alentours de la mi-janvier qui permettra par exemple à Xavier Bertrand, s'il quitte le gouvernement pour prendre la tête de l'UMP, de retrouver automatiquement son siège de député. C'est effectivement comme ça que c'est prévu. Merci Emmanuel. Mais il fallait que ce soit juridiquement bordé, ça allait. Voilà. Appelé donc à conserver la tête de l'UMP, mais sans cumul ministériel. Le crédit à la consommation dans le collimateur du gouvernement. Oui, et au menu, un projet de loi du gouvernement pour mieux encadrer justement le crédit à la consommation et pour déjouer les pièges redoutables du crédit revolving. Alors en ligne de mire, les fameuses cartes de crédit renouvelables qui sont parfois proposées dans les caisses du supermarché. On sait qu'elles permettent de régler ses courses, mais elles sont aussi très chères et poussent certaines familles au surendettement. Anne-Louise Doran. Le gouvernement préfère anticiper car c'est déjà 180 000 dossiers de surendettement qui arrivent chaque année à la Banque de France. Et avec la crise, ça pourrait être bien pire. Pour la ministre de l'économie, il est donc urgent de responsabiliser les créditeurs, mais aussi les emprunteurs. Nous voulons un crédit à la consommation qui soit responsable et qui soit raisonnable. C'est-à-dire que nous voulons éviter des situations de publicité excessive, nous voulons éviter l'irresponsabilité des acteurs et nous souhaitons surtout que le crédit à la consommation ne concourt pas à renforcer le surendettement de certains ménages. Christine Lagarde s'appuie en fait sur le projet de Philippe Marini. Le sénateur UMP insiste bien sur la nécessité d'un véritable encadrement. Responsabiliser le prêteur, c'est-à-dire l'amener à examiner sérieusement les dossiers. Tout simplement, aujourd'hui, on peut se procurer plusieurs milliers d'euros, 3 000, 4 000, 5 000 euros de réserve de trésorerie sur des sites Internet et en répondant à un questionnaire hyper simple, sans qu'aucune vérification ne suive. Mais pour les sociétés de crédit, ce contrôle serait bien trop onéreux.
pour être applicable. Lorsque quelqu'un demande un crédit de 500 €, de 800 €, il n'y a pas les moyens économiques de faire une étude de dossier entièrement développée. Donc, sur quoi repose aujourd'hui le contrôle? Il repose sur du déclaratif des clients, ce qu'ils déclarent, et qui n'est pas vérifiable. Un fichier pourrait être donc mis en place pour éviter justement ces emprunts multiples. Le 34e congrès du Parti communiste français s'est ouvert tout à l'heure sur fond de division et en l'absence de Robert Hue qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est un congrès qui a rarement été aussi tendu après le score calamité de Marie-Georges Buffet à la présidentielle et des résultats mitigés lors des municipales. Eh bien, les militants communistes sont dans le doute. Du côté des chefs, le débat fait rage sur l'orientation du parti. Une nouvelle génération de trentenaires compte bien imposer sa marque. Fabrice Cunet. À 28 ans, Yann Brossa est le président du groupe communiste à la mairie de Paris. Ce matin, il a rendez-vous à l'association La Mie-de-Pain pour discuter budget. Bonjour. Yann Brossa est l'un des nouveaux visages du Parti communiste. Et il attend beaucoup du congrès de ce week-end, après des mois difficiles pour sa formation. Quand on voit la crise qu'on a en ce moment, la crise économique, quand on voit l'insatisfaction par rapport au gouvernement, on se dit, moi je me dis en tout cas tous les matins qu'on a besoin d'un parti communiste, qu'on a besoin de gens qui se battent. Et effectivement, l'enjeu de ce congrès, et au-delà de ce congrès, c'est de faire en sorte qu'on ait à nouveau un parti communiste qui se voit, et ça suppose effectivement qu'on bosse et qu'à nouveau on soit sur le terrain, qu'on soit au plus près des gens. Moi c'est ça que j'ai envie qu'on fasse. Car l'occasion est belle pour le Parti communiste. Pour Patrice Bessac, le PC doit profiter de ce contexte favorable et rebondir. Ce trentenaire ne mâche pas ses mots et parle d'une rupture nécessaire. Il faut une équipe nouvelle, soudée, décidée à se battre ensemble à la direction nationale du Parti communiste. Et je pense que l'idée de Marie-Georges Buffet d'avoir autour d'elle une nouvelle équipe de gens décidés à se battre ensemble, à être solidaires, à porter l'avenir pour les idées communistes, c'est ce que nous avons besoin. Et le PC fait les yeux doux à un homme en particulier, Pierre Laurent. L'actuel directeur de la rédaction du journal L'Humanité est pressenti pour rejoindre la direction aux côtés de Marie-Georges Buffet. Et c'est un congrès qui sera à suivre sur Public Sénat dimanche matin entre 9h et 13h. 6e jour de violence en Grèce. Oui, les accrochages se poursuivent en Grèce alors que les étudiants ont prévu de manifester ce soir dans la capitale grecque. Eh bien, des affrontements entre jeunes et policiers ont éclaté dans la matinée devant une université. Les événements de ces derniers jours qui montrent combien la jeunesse grecque semble désemparée et les autorités incapables pour le moment de répondre à leurs problèmes. La suite du 18h d'abord avec Robert Hue. Robert Hue, bonsoir. Bonsoir. Le 34e congrès du Parti communiste est ouvert aujourd'hui et vous n'y êtes pas, c'est sans regret? Non, j'avais dit que je ne me rendrais pas à ce congrès. Ça a fait l'objet d'une longue lettre que j'ai adressée à Marie-Georges Buffet, marquant mon opposition à sa stratégie et après 5 ans de silence, même sur vos antennes, je ne suis pas venu. J'ai respecté effectivement la direction en place, qui avait une stratégie que je partageais. Bon, maintenant, j'ai pris mes distances avec le Parti communiste, mais comme je suis un homme d'action, je propose quelque chose d'autre qui va répondre à ce que j'entendais de jeunes militants. Ici, il y a des bonnes volontés, mais le problème, c'est pas de vouloir se mettre ensemble pour lutter, à rajeunir, etc. C'est quelle stratégie? Pourquoi faire? Alors autre chose, c'est donc ce nouvel espace progressiste. Vous n'acceptez plus le mot communiste? Écoutez, je pense que le mot communiste traduit des choses fortes de la vie avec une volonté de libération humaine. Mais incontestablement ce mot, et je l'ai dit souvent, même en le conservant moi-même, et je l'avoue, mais ce mot est connoté négativement désormais. Il a malheureusement, il porte ce qu'a été le soviétisme, les horreurs de cette période, et il porte aussi à l'intérieur du Parti communiste, malgré une mutation que j'ai tenté de faire dans les années 90, un enfermement, une matrice très ancienne. Et d'ailleurs, vous renvoyez aujourd'hui la direction du Parti communiste à cette période-là. Vous avez parlé des anciens, des pratiques bolcheviques. Alors c'est comme au Parti socialiste, il y a les anciens, les bolcheviques et les modernes. Non, vous seriez...
c'est plus complexe que ça. Je crois qu'en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un mode de pensée qui a été longtemps collé au modèle soviétique et dont on a eu du mal à se détacher. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le beau mot de communiste a été entaché et il faut bien en tirer les enseignements. Non, mais moi j'ai pas le fétichisme des mots. Les valeurs sont les valeurs. Je me suis engagé comme communiste. J'ai une conception qui est attachée à cela, mais pas telle qu'elle est aujourd'hui figée avec le parti communiste. Je ne confonds pas les valeurs et le parti qui reste, je répète, figé, qui va rester figé après ce congrès. Alors Robert Hue, parlons justement de l'avenir et de votre nouvel espace progressiste. Comment une telle initiative peut-elle survivre dans un espace aussi encombré avec le parti de gauche de Mélenchon et le NPA, le nouveau parti anticapitaliste? Écoutez, je crois que, voyez-vous, il y a cette gauche, elle est en déconstruction avant de se reconstruire. Nous sommes dans une situation... Vous compliquez encore plus les choses. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui compliquerait les choses, ce serait d'avoir une seule et même formation qui elle-même, effectivement, serait censée tout regrouper. Ce n'est pas possible. La gauche, elle est diverse. Et c'est pas grave, l'émiettement. En démocratie, que les sensibilités puissent s'exprimer, c'est important. Par contre, le moment venu, il faut savoir les fédérer. Or, c'est précisément parce que, actuellement, le parti socialiste, avec, malgré ses difficultés, sa force homogène, social-démocrate, d'un côté, et de l'autre côté, ce qu'on veut construire, qui est déjà quelque chose qui a existé plus ou moins bien, c'est-à-dire autour d'un parti communiste un peu vieillissant, mais vous parlez beaucoup des choses vieillissantes. Oui, on peut retourner éventuellement. Je termine ma démonstration. À côté du parti communiste, tel qu'il ne se rénove pas, à mon avis, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Jean-Luc Mélenchon qui crée un parti clé en main, mais qui s'inscrit dans une radicalité face au Parti socialiste. Il vient du Parti socialiste et le programme, c'est d'être contre le Parti socialiste. Je pense que c'est plus complexe que ça et qu'il y a un pôle fédérateur à construire avec des dizaines de milliers de gens qui veulent faire autrement. Vous êtes combien, vous, déjà? Oui, écoutez, moi je viens de hier annoncer c'est un peu jeune. C'est un peu facile. Donc, mais Jean-Claude Guessot vient de me rejoindre aujourd'hui. C'est pas quelqu'un d'insignifiant. Et il y en a d'autres, des sociologues qui m'ont rejoint hier. Mais c'est pas ça la question. Moi, je veux construire quelque chose d'horizontal, très, voyez-vous, qui soit pas en fait un parti, je répète, prêt à porter. Vous dites que ce n'est pas un parti d'ailleurs. C'est quoi? Non, vous avez raison de le noter. Un réseau, c'est quoi? C'est un réseau pour le moment qui est en, mais disons-le honnêtement, sans langue de bois, qui est en préfiguration d'une force politique progressiste que je constituerai dans quelques mois si je peux vous annoncer un nombre d'adhérents suffisant. Bien sûr, vous viendrez très volontiers tenir le compte régulièrement. Robert Hue, vous serez présent lors des prochains rendez-vous électoraux, par exemple? Les tout prochains sont les européennes. Ça arrive très vite alors que la structure se met en place maintenant. Mais ensuite, si une force progressiste est créée, nous serons dans les consultations électorales comme toute force politique. Bon, et pour vous, la prochaine étape, donc, si vous créez, vous transformez ce club, pour l'instant, en parti, cette association, c'est bien de rendre votre carte du Parti communiste. Écoutez, c'est pas très important. C'est pas très important. Vous l'avez toujours, vous allez la rendre. Non, ça ne se rend pas, ça ne se reprend pas à la limite. Vous l'avez toujours? Vous avez payé vos dernières cotisations? Je suis à jour de mes cotisations. J'ai toujours été à jour et j'assure effectivement mes indemnités au parti. Oui, non, ça c'est clair. Allez, Robert Hue, vous allez à présent contribuer avec nous à notre rubrique La crise, comment ça va chez vous? Concrètement, dans le Val d'Oise, comment ça se passe la crise? De grosses difficultés, comme partout ailleurs. Nous avons un certain nombre de suppressions d'emplois qui sont annoncées. Il y a beaucoup de mouvements parmi les enseignants qui se développent. Je crois qu'il faut, si vous me permettez, j'évoque le Val d'Oise parce que c'est votre sujet. C'est chez vous. Et c'est chez moi, naturellement. Et j'ai jamais changé, moi. J'ai jamais été parachuté. J'ai toujours été élu du Val d'Oise. Et ce qui est clair, c'est que regardons bien ce qui est en train de se passer. Il y a une crise au fond, ce qui se passe notamment dans les lycées, voyons bien, vous savez, vous avez évoqué la Grèce tout à l'heure et vous avez raison, ne croyons pas que nous avons en Grèce affaire seulement à quelques anarchistes. Regardez comment ça se développe en Italie, en Espagne. Nous ne sommes pas à l'abri en France d'un mouvement parce qu'il y a un grand mécontentement et une jeunesse sans perspective.
Regardons bien, et notamment la gauche a sa responsabilité. Il n'y a pas de perspective. Et donc, alors, si on n'est pas à l'abri, il faut éviter de souffler sur les braises. Il faut éviter de souffler sur les braises, et il ne faut pas que le gouvernement souffle sur les braises. Il faut que M. Darcos soit un peu moins méprisant par rapport aux enseignants, par rapport aux parents d'élèves. Ce mépris est insupportable. D'ailleurs, il est obligé de reculer, mais il dénigre la communauté enseignante, c'est insupportable. Allez, merci Robert. Merci. Et on continue à parler de la crise sous toutes ses facettes sur Public Sénat, puisqu'on vous parle des difficultés, mais aussi des belles initiatives et des changements qui se produisent. Ce soir, on parle d'un secteur justement qui ne connaît pas la crise. Et ce secteur, c'est le bio qui s'en sort plutôt pas mal. C'est une enquête, regardez, de Flora Sauvage. Avec un salaire de 800 € net par mois, Maria Vega préfère se serrer la ceinture pour consommer bio. Depuis plusieurs années, elle a fait ce choix et elle s'y tient malgré la crise. J'ai un pouvoir d'achat très très petit. Je suis gardienne, donc vous voyez, j'ai pas beaucoup d'argent, mais voilà. Je me prive d'autre chose. Je préfère avoir moins de quantité dans mon assiette, mais manger avec l'idée que ce que je mange c'est bon et qu'en même temps on fait du bien à la planète. Dans ce magasin Biocop flambant neuf, la crise ne semble pas affecter le porte-monnaie des consommateurs. Monsieur Lim a ouvert il y a 1 mois et demi et il a trouvé des astuces pour contourner la perte de pouvoir d'achat de ses clients. Nous offrons des rayons vrac et le rayon de fromage à la coupe par exemple qui économise le montant d'emballage parce qu'il y a très peu d'emballage et il n'y a pas, si vous voulez, le main-d'œuvre pour emballer et transporter. Donc nous vendons directement le vrac aux consommateurs. Et ça, les consommateurs en consomment énormément maintenant. D'après l'agence Bio, le marché des produits bio est en augmentation constante. Plus de 4 Français sur 10 en consomment plus d'1 fois par mois. Et près de 3/4 de ces acheteurs se fournissent en hypermarché. De plus en plus, les hyper proposent même leur propre marque bio. Paradoxalement, ce que l'on constate dans la consommation des produits bio, c'est qu'elle augmente. C'est vrai que dans une situation économique difficile comme celle que nous vivons actuellement, on pourrait penser que les consommateurs ont plutôt tendance à rechercher des produits dits premier prix, des produits hard discount, ce qu'ils font. Mais en parallèle, ils consomment également des produits bio. Et ça, je pense que c'est motivé par un autre mouvement de fond de la société française, qui est celle globalement du développement durable. Si les rayons bio des hypermarchés restent peu fréquentés, les magasins spécialisés, eux, connaissent une affluence grandissante. Signe de cet engouement, Biocop, le réseau de magasins bio, est en plein développement, avec désormais plus de 300 points de vente en France. Jérôme Bédier, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans notre reportage, pourtant plus cher, le bio ne semble pas connaître la crise. Pourquoi selon vous? C'est un marché qui est en plein développement. Et c'est un marché qui encore aujourd'hui représente en volume peu de choses. Et en gros, il y a 1% des ventes qui sont bio en France. En Allemagne, c'est 3%. C'est pour ça qu'on a pris un engagement dans le cadre du Grenelle, c'était d'augmenter tous les ans de 25% la consommation de bio. Et notre problème principal aujourd'hui, c'est de trouver des produits. On a fait d'ailleurs il n'y a pas longtemps encore une réunion avec les producteurs pour voir comment est-ce qu'on pourrait accélérer la production de produits bio parce qu'on manque de produits dans toute une série de domaines. Lesquels, dites-nous? Par exemple, on manque de produits laitiers, on manque de produits de viande, on manque de fruits et légumes. Enfin, dans la plupart des domaines, on manque aujourd'hui de produits bio en France. Alors, il y a un petit problème de réglementation, parce que la réglementation est un peu différente selon les pays européens. Et par exemple, il y a beaucoup de productions bio en Autriche, en Allemagne. Pas vraiment? Alors, elles sont un peu différentes des nôtres. Enfin, en tout cas, on est en train de voir avec les pouvoirs publics comment... Mais la France, justement, est très en retard par rapport aux autres pays européens dans l'agriculture biologique. Exactement. Comment ça s'explique alors qu'on voit un engouement des consommateurs pour le bio? L'engouement, il s'explique par le développement durable et par ces produits qui ont des qualités différentes et qui correspondent à un impact écologique qui est meilleur. Mais c'est vrai qu'on manque de produits. Aujourd'hui, tout notre effort est d'avoir plus de produits bio à mettre dans nos magasins. Alors, Vincent Perrault, bonsoir. Vous êtes délégué général de la Fédération nationale de l'agriculture bio. C'est formidable comme ça d'être dans un secteur où la demande est plus forte que l'offre? C'est formidable de travailler pour les producteurs bio d'une façon générale.
Oui, effectivement, Jérôme Bélier l'a dit, hein, c'est un secteur, en termes de consommation, c'est 20% de consommation en plus chaque année. C'est des enseignes de distribution spécialisées qui créent je ne sais pas combien de magasins nouveaux chaque année pour répondre à la demande. C'est tout un secteur, un circuit de distribution parallèle, vente au panier, coopérative de consommateurs qui se remet en place pour avoir des produits bio moins chers. Et c'est la grande distribution qui se met également à faire des produits bio. Ça fait d'ailleurs longtemps au niveau de la viande. Mais alors le problème, c'est au niveau de la production? Alors la production s'est arrêtée, je dirais quasiment radicalement en France en 2002, lorsque les aides à la conversion ont cessé en France. On a eu beaucoup de mal à faire repartir les conversions, parce que manque d'aide assez importante et puis une volonté politique qui n'est pas toujours très bien marquée pour dire, comme des pays comme l'Autriche par exemple, que la bio c'est l'avenir, très probablement. Et ça ne pousse pas un certain nombre de gens à se lancer. Mais la deuxième chose, et là je m'adresse à la grande distribution, si nous voulons développer notamment un secteur de fruits et légumes, de viande ou de produits laitiers bio sur du temps, eh ben il faut que la grande distribution assure aux producteurs que si elle l'achète au tenté, elle achètera également au tenté plus 1 et plus 2. Alors, Monsieur Bélier, c'est le même problème que pour les autres producteurs de fruits et légumes. Il y a une question de rémunération au cœur de tout cela. Alors, il y a évidemment des liens entre les prix des produits bio et les prix des produits conventionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des produits bio qui soient trop décalés des prix des produits conventionnels. Grosso modo, si les produits bio étaient seuls, il n'y aurait pas tellement de problèmes de cours parce que on a des contrats et on manque de produits. En revanche, c'est vrai que nous, ce qu'on considère, c'est qu'il faut qu'il y ait une différence de prix qui ne dépasse pas 15%, grosso modo, entre les fruits et légumes conventionnels, par exemple, et les fruits et légumes bio. Donc c'est vrai que dans certains cas, il peut y avoir, en raison des difficultés conjoncturelles de certains fruits et légumes, il peut y avoir des tensions sur les prix. Mais c'est l'intérêt du dialogue qu'on veut, interprofessionnel, qu'on veut créer sur le bio, c'est justement de parler de ces affaires-là, pour qu'effectivement les agriculteurs qui font un choix très impliquant de se convertir, de changer leur mode de production et d'investir à cette fin, puissent avoir des garanties de débouchés. L'objectif, elle est on peut dire dans 5-10 ans, l'objectif c'est que le pourcentage des produits bio... C'est qu'on est multiplié par 3. Ça reste encore modeste. L'objectif du Grenelle de l'environnement et de Michel Barnier, c'est 6% de surface agricole bio en 2012 et 20% en 2020. Et 20% de la restauration collective de l'État en bio en 2012. Très bien. Tout ça vous assure de quoi travailler pour les années qui viennent, en tous les cas. Je suis tranquille. Vous êtes tranquille, on est heureux de rencontrer quelqu'un qui est tranquille et puis des distributeurs qui sont heureux également de voir les consommateurs se précipiter sur ces rayons. Merci à tous les deux. Dernière page du 18h maintenant, avec Claude Huriet, le président de l'Institut Curie, qui a participé aujourd'hui à un colloque au Sénat. Oui, et on a fêté hier les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être est-ce qu'on pourrait dire un mot sur la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée il y a quelques années sous l'égide de l'UNESCO? Oui, alors il y a plusieurs démarches et d'ailleurs on doit s'en réjouir puisque ça montre à la fois un intérêt de la part d'une opinion de plus en plus large pour les questions qui font l'objet de ces différentes déclarations, mais aussi la conscience que s'il n'y a pas cette réflexion sur l'éthique telle que je la définirai tout à l'heure si j'en ai le temps, c'est-à-dire par rapport au progrès. Le progrès, il y a une aspiration au progrès, en particulier pour tout ce qui touche à la santé, au traitement, pour prévenir la maladie, mieux la guérir et éventuellement même retarder la mort. Donc tout cela fait partie des aspirations normales d'ailleurs de toute personne, de tout individu dans une société moderne. Mais à quel prix ? Or, c'est là où on voit apparaître l'utilisation du vivant pour mieux traiter les maladies. En tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Je donnerai un exemple. C'est l'exemple des transplantations d'organes. Il y a encore quelques années, on ne pouvait pas imaginer qu'on puisse greffer un rein chez des personnes qui avaient une maladie rénale chronique. Ou bien encore ce qu'on appelle les bébés éprouvettes pour des couples qui étaient infertiles et auxquels désormais, en utilisant le vivant, on offre un espoir de pouvoir avoir un enfant. Et les recherches sont permanentes, évidemment. C'est pour ça qu'il va falloir réviser les lois bioéthiques. Ce sera un grand chantier, ouvert à tout le monde d'ailleurs l'an prochain. Vous êtes là aujourd'hui car on a fêté
les 20 ans de la première loi bioéthique. Elle concernait quel problème? Oui, c'est un événement qui, je crois, est un événement pour le Sénat. En tout cas, c'est bien pour cela qu'avec l'accord du président, j'ai pris l'initiative d'organiser cette journée, parce que c'est une loi sénatoriale, une proposition de loi, qui d'ailleurs a été co-signée il y a 20 ans, puisqu'il a été adopté le 20 décembre 1988, par des sénateurs de bords très différents. Puisqu'on lui a donné quelquefois mon nom, bon, ça me fait plutôt plaisir, mais je souhaite toujours associer... Le sujet, rappelez-nous. Alors le sujet, c'est la protection des personnes qui participent à des recherches biomédicales. Et je souhaite associer le nom de mon collègue Franck Seruscla, qui lui-même était sénateur socialiste alors que j'étais centriste. Donc initiative, proposition de loi, qui va au bout, qui est adoptée pratiquement à l'unanimité, y compris à l'Assemblée nationale, qui rassemble des personnes et des élus de bords tout à fait différents, et qui voit quelle est l'importance de faire un texte qui est le premier texte protecteur des personnes qui participent à des essais cliniques, c'est-à-dire c'est une loi anti-cobaye humain. Oui. Voilà. Alors Claude Duriez, depuis cette première loi, il y a eu et heureusement des avancées sur la recherche. Quelles questions nouvelles se posent aujourd'hui concernant la manipulation du vivant? La manipulation du vivant, les exemples qui commencent d'ores et déjà à retenir l'attention des médias, avant que peut-être l'opinion ne s'en préoccupe, c'est par exemple la grossesse pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire alors que les techniques le permettent? Et c'est le questionnement éthique, si vous voulez. Vous avez une réponse, vous, par exemple? Est-ce qu'on peut autoriser, comme le suggère d'ailleurs un rapport sénatorial, la gestation pour autrui? Oui ou non? Non. Non, vous dites non. Mais pourtant ça existe. Et pourtant ça existe, mais tout ce qui existe n'est pas pour autant bon. Oui. En tout cas, mais comment on fait? Puisqu'il n'y a pas de frontières. On a parlé de la charte des droits de la bioéthique. Justement, d'abord, on se pose quand même des questions qui dépassent l'objet qui apparaît comme le plus séduisant, c'est-à-dire donner à une personne qui n'a pas d'enfant la possibilité d'avoir un enfant grâce à l'utérus d'une autre. Bon, on peut avoir deux interprétations, ou bien on dit c'est formidable, c'est le progrès, pourquoi le refuser? Et puis on doit aussi se poser la question, savoir ce que devient l'enfant, et ce que devient le couple qui accueillera cet enfant, qui aura été finalement à la fois grâce à l'ovocyte de la femme, mais dans l'utérus d'une autre. Donc vous voyez bien que rien qu'en expliquant d'une façon très schématique cette technique, on ne peut pas considérer que c'est un progrès sur lequel qu'on doit immédiatement approuver. Oui. Donc les questions se posent, et c'est ça d'ailleurs l'objet de ce qu'on appelle le débat éthique par rapport à des personnes qui peuvent avoir à la fois des objectifs et des valeurs différentes, et qui cherchent quelle est la moins mauvaise réponse par rapport à la mère et par rapport à l'enfant. Alors justement, autre sujet de débat, dans ce débat éthique, il y a aussi le clonage thérapeutique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Des espoirs, des angoisses pour l'avenir? Le clonage thérapeutique ne m'inspire pas d'angoisse, si ce n'est le fait que, alors qu'on proclame universellement qu'on est opposé au clonage dit reproductif, c'est-à-dire au clone, produire des individus, des êtres humains par clone, il n'y a pas d'illusion à se faire. Si on autorise le clonage dit thérapeutique, un jour ou l'autre, la technique ayant été éprouvée, eh bien, la tentation sera forte et beaucoup n'y résisteront pas de faire du clonage reproductif. Oui, mais... Là encore, réflexion éthique pour savoir quelle est la solution la plus acceptable pour la société et pour la personne. Vous avez plutôt plus d'espoir ou plus de crainte pour demain? Pour demain, pour la loi bioéthique. Pour toutes les années qui s'ouvrent devant nous en la matière. J'ai beaucoup d'espoir quant aux possibilités qui s'offrent pour le traitement, mais beaucoup d'interrogations pour savoir si on est prêt à en payer le prix. Merci beaucoup Claude Duriez. Tout de suite, portrait de Samia Ghali, puis à 18h45, Parole du Monde avec Caroline Delage. Bonsoir Samia. Bonsoir à tous. Bonne soirée.